Bonsoir, bonjour, pardon, et bienvenue à vous. Bonjour. Ma première question, elle est un peu directe et sans doute un peu simpliste, mais je vous la pose quand même. Est-ce que vous auriez la gentillesse de bien vouloir nous dire que cette fois c'est fini, qu'on en a fini avec le Covid-19, que maintenant il reste des vaguelettes, mais que c'est terminé? Écoutez, j'aimerais tellement vous dire oui, mais ce ne serait pas honnête. Ah. Je pense qu'on a une tendance qui est réellement favorable. Et donc, moi, j'espère profondément que c'est le cas. Et c'est conjoncturel ou c'est structurel? Mais c'est la bonne question. Et je pense qu'on a une tendance, si vous voulez, globale, qui est à la décrue. Ça, c'est indiscutable. Et ce qui est intéressant, je suis, comme vous l'avez rappelé, président du Global Virus Network. Vous regardez dans le monde entier, c'est vrai pour beaucoup de pays, pas pour tous. Donc, il y a vraiment une tendance favorable. Et il faut toujours redire que cette tendance favorable, elle s'associe au succès de la vaccination et de sa sécurité. Quand vous regardez dans tous les pays, vous avez les mêmes chiffres, très brièvement, mais les derniers chiffres aux États-Unis, réduction de 2 des infections, même par un variant comme Omicron. Donc on peut quand même l'avoir. Moi, je l'ai eu alors que j'étais vacciné. Oui. Mais pour les plus de 65 ans, diminution de 10 quand vous êtes vacciné des décès et de 100 quand vous êtes vacciné avec rappel. Professeur Bréchot, vous l'avez dit, vous avez une vision mondiale. Depuis le début de cette pandémie, on voit à chaque fois quand ça baisse d'un côté de la planète, ça monte de l'autre, ça repart d'un côté, ça s'arrête ailleurs. Est-ce que là, on a quelque chose de plus homogène qui se dessine en ce moment? Alors, absolument. On a quelque chose de plus homogène qui se dessine, absolument. Il faut rester prudent, et c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre complètement à votre première question, parce que si vous voulez, il y a quand même 3 grands problèmes. Le premier, on est en train d'arriver vers une immunisation collective, même si on ne sait pas très bien la définir. Quand on arrive à des niveaux de vaccination dans les pays riches, plus le fait qu'on a eu, par exemple, en France, jusqu'à 20 millions de cas infectés, vous avez une immunisation collective. Mais la question, c'est combien de temps ça va durer? Ça, on ne le sait pas encore. Ensuite, il y a réellement, il ne faut jamais l'oublier, les séquelles du Covid, les gens qui ont des Covid longs, il faut toujours en parler parce que je trouve que c'est sous-estimé par les personnes qui sont hésitantes sur le vaccin. Et puis, c'est ce que vous dites, il y a la circulation du virus et des nouveaux variants. Pour l'instant, vous avez quand même des pays comme la Turquie, l'Iran, la Russie, où vous avez une circulation du virus. Donc, on ne peut pas dire, ce ne serait pas honnête, qu'il n'y a pas de risque de voir apparaître de nouveaux variants. Mais on a l'impression que les variants, plus ça va, plus ils sont contagieux et moins ils sont dangereux. Alors, quelque voilà, sorte. C'est vrai ça, ou pas, c'est la tendance. Et c'est vrai, et d'ailleurs on la connaît en virologie, et c'est ce qui fait qu'on a le droit d'être optimiste. Je suis vraiment optimiste, mais je pense qu'il faut dire aux gens qu'on ne peut pas baisser la garde maintenant, parce que de toute façon, même maintenant en France, où il y a une diminution, il y a encore beaucoup d'hospitalisations, il y a aussi des enfants qui sont hospitalisés, on n'a pas fini. Et personne ne peut honnêtement dire si dans les mois qui viennent ou pas, il y aura des nouvelles vagues. Mais on peut espérer effectivement qu'elles soient moins sévères. Et puis le grand sujet, c'est d'être préparé. Il faut éviter les yo-yo où on a des phases de restriction et puis on n'en peut plus, on est tous pareils. Et alors après, on ouvre les vannes et puis on se reprend une nouvelle vague. Il faut qu'il y ait une stratégie, si vous voulez, qui soit plus pensée, qui ne peut être que globale. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de différent? Je pense qu'il ne fallait pas lever les restrictions, là c'est trop tôt par exemple? Non, je pense qu'ils ont raison de ne pas lever les restrictions tout de suite en France. On en a levé pas mal quand même. Oui, mais pas toutes, par rapport à des pays comme le Danemark ou le Royaume-Uni. Je pense personnellement qu'il faut, d'abord c'est très difficile, mais je pense personnellement qu'il faut étaler ces levées de restrictions, parce qu'encore une fois, on n'est pas complètement sorti de cette vague. Mais au-delà de ça, après, il y a les questions de coordination, du rôle de l'OMS, de cesser d'avoir des politiques purement nationales, de ces fermetures de frontières qui se font de façon désordonnée. Il y a la question de renforcer les tests pour détecter les virus, l'effort qui a été fait sur les vaccins, sur les nouveaux traitements antiviraux, qui, entre parenthèses, sont des très bonnes nouvelles également. Est-ce que ça, c'est un vrai espoir? Est-ce que ça, c'est pour demain? Ça, c'est pour demain, absolument. C'est le traitement, plus le vaccin, le traitement. On oublie la 4e dose, par exemple, c'est pas d'actualité, ça ne sera pas la 4e dose de vaccination? Ah si, ça va rester. Les nouveaux traitements ne vont pas remplacer la discussion sur les vaccins et sur la 4e dose. Mais ils vont permettre... Vous pensez qu'il faudra une 4e dose, vous? Je pense que ça va dépendre des tranches d'âge. Avec les vaccins actuels, chez les gens âgés ou chez des gens qui sont fragiles, je pense qu'il faudra une 4e dose qui sera une deuxième dose de rappel. Quoi qu'il arrive. À mon avis, quoi qu'il arrive, la question que vous posez, en fait, elle anticipe, mais il y a beaucoup de travail qui est fait actuellement, c'est de nouvelles générations de vaccins qui nous permettent d'avoir moins de doses. Mais dans l'état actuel, puisque c'est votre question, des personnes fragiles,
à un moment ou à un autre, auront besoin d'une 4e dose. Ce sera peut-être moins vrai chez les gens plus jeunes. Est-ce qu'il est encore temps de vacciner les enfants? On voit qu'il y a beaucoup de parents qui ont fait leurs 3 doses, qui sont pleinement vaccinés, qui n'ont pas envie de faire vacciner leurs enfants de 5 à 11 ans. Est-ce qu'il faut aujourd'hui les faire vacciner? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est une nécessité selon vous, professeur? C'est un sujet très difficile. Au Global Virus Network, quand on était sur le variant Delta, on était plutôt réticents sur la vaccination des enfants, simplement parce qu'encore une fois, ayant une vue globale, et c'est ce que dit l'OMS, on voulait pouvoir garder des doses pour vacciner, si vous voulez, l'ensemble des gens. Oui. Omicron a vraiment changé les choses. Parce que du fait de sa contagiosité très forte, même si sa sévérité est plus faible, même si la sévérité chez les enfants, c'est très rare, à l'arrivée, on a quand même en France 600 à 800 enfants qui sont... Et donc moi, je pense personnellement qu'avec Omicron, il faut vacciner les enfants. Même les petits? Et alors, oui, je pense que ça dépend de ce que vous appelez petit. 5-11 ans. Alors, 5-11 ans, oui, je pense. Et d'ailleurs, j'ai des petits-enfants qui sont vaccinés. Ouais. Je comprends les hésitations des parents, je voudrais vraiment le dire, parce que je les ai partagées à titre personnel. Mais je pense personnellement que c'est une mesure qui actuellement est logique. C'est pour ça qu'il faut raisonner en 2 temps, si vous voulez. Il y a ce qui se passe maintenant, on est dans une tendance favorable, mais on n'a pas fini. On n'a pas gagné le match. On n'a pas gagné le match et il faut consolider. Et puis, il y a, et c'est fondamental, la préparation. Et là, il faut être dans un raisonnement mondial et pas dans un raisonnement purement national. Il y a une image, je voudrais qu'on revoie ensemble, celle du journal de tout à l'heure, les Sénégalais qui font la fête après. On a tous envie de ça, on a presque envie d'y être. Est-ce qu'on a tort? Est-ce que c'est pas le moment de ça? Est-ce que c'est dangereux, ça, encore? Après, il y a eu des scènes de liesse dans la rue, partout, regardez, on les voit, là. Et moi, j'adore le foot et j'adorerais faire la fête avec eux. Je les comprends très bien. Mais là, c'est quand même dangereux. C'est dangereux. Il ne faut pas faire ça. Je pense que ce n'est pas le moment de le faire, franchement. On va tous essayer de s'autodiscipliner. Une dernière question. On parle beaucoup et très rapidement de ces virus qui seraient dans le permafrost, dans la glace profonde, qui font avec le réchauffement. Et on nous annonce l'apocalypse, la fin de l'humanité. Aidez-nous en quelques secondes, si c'est possible, il y a le permafrost, mais ça s'intègre dans quelque chose de plus global. Le permafrost, le sous-sol gelé, il y a des bactéries. Il y a eu, par exemple, l'anthrax qui avait ressurgi. Il y a des virus, évidemment, mais il faut quand même être sérieux. Ces virus, ils sont fragmentés, et avant qu'un virus se reconstitue en se réchauffant et puis puisse aller trouver des gens pour infecter, on est pour l'instant dans de la science-fiction. D'accord. Mais ça s'inscrit dans un point fondamental. Pourquoi on a ces émergences de maladies infectieuses? Il y a eu le sida, ensuite Ebola, Zika, chikungunya, etc. Et Covid-19, ça doit nous dire, les maladies infectieuses, elles sont là et elles vont rester. Et elles sont dues à une modification de l'écosystème par l'homme, le réchauffement climatique, l'urbanisation, les migrations, la déforestation et le permafrost. Ça veut dire qu'on doit être préparé et s'organiser par rapport à ces maladies. Ça, la responsabilité est entre nos mains. Merci, professeur Bréchot. Merci à vous. D'être venu nous éclairer ce matin. Merci beaucoup.